Ah oui, madame. Parfait. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Très bien. Donc, nous allons commencer par voir l'évaluation de l'avancement et des performances. Euh, dans ce Fine. Alors, bonsoir, madame. bonsoir. Cool. Alors, dans ce chapitre, on va voir comment établir un système de suivi des projets et donc on doit déterminer ce qu'on appelle euh, la structure d'un système d'information. D'accord? Alors, d'abord, on doit déterminer quelles sont les données à collecter ou à recueillir, comment s'y prendre, comment le faire et qui va s'en charger de la collecte des données. Okay. Et bien sûr, on va faire la collecte et l'analyse des données. Et bien sûr, il y a des rapports. Et les rapports, ils sont destinés en fonction, euh, c'est-à-dire un rapport, il doit être écrit en fonction de ce qui va, selon les besoins de ce qui va avoir le rapport. C'est-à-dire en fonction de ce qui lui intéresse le rapport. D'accord? Les rapports, bien sûr, sur les progrès au fur et à mesure qu'on avance dans le projet et bien sûr la publication des informations. Alors, les données, bien sûr, les données, quelles sont les données à recueillir? Il y a pas mal de questions qu'on va posées et particulièrement, nous avons parlé de l'état d'avancement actuel d'un projet, bien sûr en termes de délai et de coût, combien ça va coûter pour achever le projet et quand le projet il sera terminé, c'est-à-dire et les coûts et la durée. Et on va voir ensemble quels sont les problèmes potentiels qu'il faudra régler, qu'il faut régler et qui, c'est-à-dire qui sont essentiels et coûte, il faut régler ces problèmes-là. Quelles sont les causes et les dépassements des coûts ou des délais et qui est responsable de ces dépassements-là. Par la suite, on va voir comment accomplir avec les sommes déjà dépensées et s'il y a bien sûr un dépassement de coût à mi-chemin, comment on va s'y prendre. Donc, heureusement qu'il y a des mesures de performance ici, qu'on va les recueillir et qui devraient nous permettre de répondre à ces questions-là. Après avoir déterminé les données à recueillir, il faut ensuite décider qui va s'en occuper, bien sûr, de la collecte de ces données-là, comment ces données vont être collectées, quand ces données vont être collectées, à quel moment, et qui est responsable de l'analyse et la diffusion des données. Bien sûr, l'utilisation des moyens électroniques tels que l'utilisation des outils, etc., a grandement amélioré la collecte des données, leur analyse et même leur diffusion. Alors, par la suite, les rapports et les publications de l'information, bien sûr, qui doit recevoir les rapports, ça c'est très important, parce qu'il faut savoir, les rapports, ils sont destinés pour qui et comment ces rapports ils vont être transmis. Et aussi, la troisième question, à quel moment ces rapports-là, ils vont être distribués. Bien sûr, en général, les cadres dirigeants, ils vont chercher surtout à savoir si le projet respecte ses limites en termes de temps, en termes de coûts. Et sinon, quelles sont les actions correctives à entreprendre pour, c'est-à-dire les actions correctives à appliquer pour remédier à un tel problème. Donc, il est nécessaire, bien sûr, de
établir des rapports, les rapports en fonction des besoins de leurs destinataires. Alors, il y a des formes ou des formats des rapports d'avancement des projets dans lesquels on va en parler euh, c'est-à-dire des progrès effectués depuis le dernier rapport sur l'état actuel d'avancement du projet. Par exemple, c'est comme si vous allez faire une photo instantanée et dans lequel vous allez vérifier le niveau en termes de temps, l'avancement du projet en termes de calendrier ou en termes de temps, de coût et de contenu. Et bien sûr, la tendance, arrivant à un stade, quelle est la tendance de l'avancement du projet? Est-ce qu'on est dans la bonne voie ou au contraire? Et bien sûr, les problèmes qui vont être soulevés, les questions depuis le dernier rapport, quelles sont les actions à entreprendre pour résoudre les problèmes? Et bien sûr, on va voir aussi les écarts en termes de coûts pour établir certains problèmes et aussi les actions correctives prévues. Bien sûr, vous allez me comprendre plus tard. Soyez un peu patient. Alors, le processus de contrôle des projets, par définition, comment on va contrôler le projet? Bien sûr, on contrôle le projet pour voir s'il est conforme à ce qu'on a planifié. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans le cours en utilisant les réseaux, on est en train, ce n'est rien d'autre que le planning. Le réseau, il représente les activités. Alors, donc le processus de contrôle de projet ou le contrôle du projet, c'est essentiellement pour voir s'il est conforme à ce qu'on a planifié. Et donc, il consiste à comparer les résultats réels, ce qu'on a exécuté réellement, par rapport au plan du projet, de telle sorte qu'on peut déterminer les écarts pour évaluer diverses lignes de conduite qui sont possibles et recourir bien sûr à des actions correctives si nécessaire. Donc, le processus de contrôle des projets, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre, c'est-à-dire nous avons déjà un plan et on a passé à l'exécution réelle du projet. Le contrôle, c'est pour vérifier est-ce que ce qu'on est en train de réaliser dans la réalité est conforme par rapport à ce qui a été planifié. Donc, voici les étapes de contrôle d'un projet qui vont permettre de mesurer et d'évaluer les progrès du projet. Donc, tout d'abord, on va établir une base de référence. La base de référence ici, elle va nous fournir les outils nécessaires pour mesurer les performances. Bien sûr, la base de référence, elle est fournie ou elle est établie à partir des informations et sur les coûts et sur la durée qui sont contenues, bien sûr, de la SDP et des données qui vont nous permettre de connaître la suite chronologique ou le séquencement des activités, c'est-à-dire quelles sont les activités qui vont l'une à la suite de l'autre, qui proviennent des réseaux. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi les décisions en matière de ressources. D'accord? C'est-à-dire la base de référence, elle va être fournie, elle va être issue des informations qui se trouvent dans la SDP. OK? Bien sûr, les informations et sur les coûts et sur la durée, et aussi, nous avons besoin, n'oublions pas, le séquencement chronologique des activités. C'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser seulement sur les coûts et la durée, mais aussi sur la suite chronologique. Par la suite, la deuxième étape, c'est la mesure des progrès du rendement, du progrès et du rendement. C'est-à-dire, on va parler des mesures ici qui sont quantitatives,
de la durée et du coût. Bien sûr, la mesure de la performance en termes de temps, voilà, en termes de délai, elle s'avère relativement facile et évidente. Allège facile et évidente, il suffit de savoir si le projet il est en avance par rapport au chemin critique, est-ce qu'il est à temps ou est-ce qu'il est en retard. D'accord? معناتها بالنسبة للطون ما ثم حتى مشكل. Il suffit de faire la comparaison. Mais la mesure de performance par rapport au budget, c'est-à-dire en termes d'argent, il y a les heures de travail, etc. Donc, elle se révèle un peu plus complexe que la mesure du temps, la mesure de la performance en termes de temps. Donc, on va voir que il ne suffit pas de comparer est-ce qu'on a dépassé le budget ou est-ce qu'on est dépensé plus qu'il le faut au moins que prévu. C'est-à-dire, si on va comparer seulement les coûts réels par rapport aux coûts prévus, voilà, au budget prévu, ça ne va pas nous donner des résultats qui sont fiables. Donc, nécessairement, il faut qu'il y a on a besoin de ce qu'on appelle la valeur acquise. Par exemple, on a beaucoup travaillé, il se peut qu'on a beaucoup travaillé, et si l'on a beaucoup travaillé, cela veut dire peut-être qu'on a beaucoup travaillé, mais on n'a pas fait dans la réalité de grand-chose. Donc, si j'ai beaucoup travaillé, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais puisque j'ai pas fait, je n'ai pas fait beaucoup de travail, donc qu'est-ce que j'ai derrière ça? Qu'est-ce que j'ai acquis? D'accord? Par exemple, il se peut que j'ai un projet par exemple, qui coûte 100 000 dinars, ok. Admettons que pour un projet, on va dépenser 100 000 dinars pour un mois. Okay. On prévoit que dans la moitié d'un mois, qu'on va dépenser la moitié. Ok. On a tendance à ce qu'on va dire 100 000 dinars pour un mois, pour un demi-mois. Alors, il se peut que je n'ai pas fait à 50% le travail. Il se peut que j'ai fait seulement 20% de mon travail. Et donc, je n'ai pas acquis 50 000 dinars, parce que la moitié de 100 000 dinars, c'est 50 000 dinars. Donc, j'ai acquis seulement 20 000 dinars. Donc, c'est ça la valeur acquise. C'est le vrai travail effectué par rapport au budget global. Okay? C'est le vrai travail qui est réalisé, le vrai travail effectué par rapport au budget global. Donc, les gens, c'est souvent, ils pensent par rapport aux dépenses, mais c'est pour cela on dit que la mesure de performance par rapport au budget, elle s'avère un peu plus complexe parce que ce n'est pas une comparaison entre coût réel et budget prévu, mais il nous faut une troisième variable qui est la valeur acquise. D'accord? Troisièmement, on va comparer le plan avec l'état réel du projet. Et comme les plans, ils se réalisent dans le sens que les plans, ils se réalisent rarement, ils ne se réalisent pas comme prévu. Et donc, il devient indispensable de mesurer les écarts. D'accord? Les écarts par rapport au plan initial pour déterminer s'il est nécessaire d'apporter des actions correctives et rattraper le problème et résoudre le problème avant qu'il soit trop tard.
Donc, il est important de produire ce qu'on appelle ici des rapports sur l'état d'avancement du projet. Et souvent, ces rapports-là, comme j'ai annoncé pas mal de fois pendant les séances de cours, ces rapports-là, généralement, ils se font à chaque 2 semaines. Tel que par exemple chez Microsoft, Bill Gates, il reçoit à chaque 2 semaines des rapports sur l'état d'avancement du projet, et cela pour déceler rapidement les variations par rapport au plan et corriger les causes au plus tôt que possible. Et quatrième étape, c'est l'adoption des mesures correctives. Alors, lorsque les écarts par rapport au plan, ils se révèlent importants, c'est-à-dire on est très très loin par rapport à ce qui a été planifié, donc il faut absolument corriger, il faut absolument adopter des mesures correctives, des actions correctives pour que le projet soit de nouveau conforme par rapport au plan qui est initial ou par rapport au plan révisé. Donc, dans certains cas, le contenu du projet il peut changer. Et lorsque le contenu du projet il change, et c'est ce qui a fait l'objet des méthodes agiles, parce qu'il y a des changements qui sont souvent fréquents, donc cela il peut entraîner une modification dans la base de référence pour tenir compte des nouveaux renseignements et des nouvelles modifications. Donc, nous allons commencer en premier lieu à comprendre ensemble le premier point qui est facile, c'est-à-dire le contrôle des délais. C'est-à-dire on va essayer d'évaluer les performances en termes de délai. D'accord? Et pour cela, on va mettre en évidence tout écart négatif par rapport au plan. Et cet écart-là, il va communiquer l'état d'avancement du calendrier du projet. Pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin? Maintenant, vous connaissez très bien qu'est-ce que cela veut dire, un diagramme de Gantt, mais on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Gantt de suivi. Et il y a bien sûr la carte de contrôle de la durée du projet. Alors, toutes les deux, et le diagramme de Gantt et la carte de contrôle du projet, ils vont nous permettre de faire le suivi des travaux et pour déterminer les tendances des performances en matière de délai. Et bien sûr, faire le suivi des résultats passés et présenter en matière de délai du projet pour estimer les tendances à venir à cet égard-là. Donc, voyons un exemple. Alors, Dima, comme je le dis souvent, pour faire une analyse, vous êtes des ingénieurs, la première des choses pour faire une analyse, il faut aller où? Lorsque vous avez une courbe, lorsque vous avez une figure, il faut se référer à la légende. Ce qu'on voit ici dans la première partie, il y a le diagramme de Gantt de la base de référence. Okay? C'est ce qui a été planifié. Okay? Donc, durant toutes les séances précédentes du cours, nous avons vu le réseau qui peut être réalisé sous forme de diagramme de Gantt. C'est ça notre base de référence, c'est le plan. Jusqu'à présent, on a bien compris comment réaliser le plan, comment même réduire la durée, etc. du projet. Mais ici, il y a le plan et vous voyez que, c'est-à-dire ce projet-là, on voit très bien que la durée est de 12 unités de temps. Il y a des activités de A jusqu'à F. Par exemple, ici, on voit très bien que l'activité C, elle a une marge, l'activité E aussi, mais les autres activités, ce sont des activités qui sont critiques. Est-ce que vous y êtes? Oui, madame. Parfait. Oui. Donc,
Admettons, ça c'est notre plan, et puis hop, on a passé à l'exécution. À la 6e période, ok? C'est à peu près au mi-chemin de la réalisation du projet. C'est comme si ici, on veut prendre une photo instantanée et voir c'est quoi l'état du projet. Qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, aujourd'hui, on est à mi-chemin, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici en bas, c'est le diagramme de Gantt pour le suivi qui indique l'état d'avancement du projet jusqu'à la période 6. D'accord? Alors, on remarque que, bien sûr, vous avez ici la légende, vous avez les activités qui sont terminées à ce stade, où il y a des activités qu'on a commencé à exécuter, mais qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore terminé, c'est-à-dire il y a encore de la durée restante. Par exemple, si vous voyez ici l'activité C dans le plan, l'activité C, elle commence à la 2e période, d'accord? Et sa fin réelle, est-ce qu'elle a été, elle a été planifiée pour que la fin de l'activité C soit pendant la période 6 ou avec une marge, c'est la période 7. Mais réellement, ici, lorsqu'on a exécuté, on voit très bien que l'activité C, elle a été terminée plus tôt que prévu. Vous voyez? C'est-à-dire, on a planifié une durée plus qu'il le faut pour l'activité C. Donc, la durée réelle de l'activité C est de 3 unités au lieu de 4 unités tel qu'il a été planifié. Alors, bien sûr, les activités qui sont en cours, par exemple, ici, on voit que les barres prolongées nous indiquent le reste de la durée prévue, qui m'a par exemple l'activité D et l'activité E. Okay? Par exemple, l'activité D, elle a été planifiée pour qu'elle commence pendant la période 5. Elle se finalise pendant la période 8, mais au moment où on a commencé l'activité D, on remarque qu'elle va prendre plus de temps qu'il a été planifié. La durée restante de l'activité D, elle se projette jusqu'à la période 9. D'accord? Donc, et sa fin réelle, c'est pendant la fin réelle du projet, c'est non pas après 12 unités de temps, mais plutôt après cette activité-là, elle va retarder la fin totale, la durée totale du projet. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que certaines activités, ils peuvent avoir des durées différentes de celles du calendrier initial, et ça, c'est courant, tel que par exemple l'activité D et même l'activité E. L'activité E, elle a commencé plus tôt que prévu, ok? Parce que normalement, l'activité E, elle commence une fois que l'activité C a été finalisée. Alors, comme C, elle a été finalisée un peu plus tôt, kiff, l'activité E, elle a été devancée. Et D, elle avait une durée de 3 dans le calendrier initial. On s'attend à ce que la durée révisée de D, elle devient 4. Okay? Donc, on remarque que soit une activité a été terminée et que l'on connaît la durée réelle, okay? Mais avec l'utilisation du diagramme de Gantt pour le suivi, soit que de nouveaux renseignements, ils vont nous indiquer qu'il faut réviser encore l'estimation de la durée et de l'intégrer dans l'état d'avancement de notre projet. D'accord? Donc, si l'on prend encore l'état de ce projet-là sous forme de figure, qu'est-ce qu'on remarque?
selon une carte de contrôle des délais. Alors, on remarque qu'il y a ici le projet, c'est-à-dire l'aperçu du calendrier à mi-chemin pendant la période 6. Vous avez un cadran concernant lorsque le projet il est en avance par rapport à son calendrier ou lorsqu'il est en retard par rapport à son calendrier. Alors, bien que l'on constate que le projet a commencé correctement au départ, on a commencé à exécuter des activités et hop, après un certain moment, il a pris du retard, le projet. Donc, le retard par rapport au calendrier. Par la suite, avec des actions correctives ici, on a pu rattraper ce retard-là et la tendance, ça y est, on a corrigé les retards, on a rattrapé le retard. Donc, la tendance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si le projet il continue, on est en avance par rapport au calendrier. Les la période 6, c'est bon, mais ils ont été rectifiés. Et là, cette figure-là, ils nous disent, si la tendance du projet, c'est quoi? Le projet il peut être terminé avant la date prévue. Bien sûr, les retards d'une journée ou de 2 jours dans le calendrier, il attire très peu d'attention, mais peut-être un jour de là, un jour perdu d'ici et là, ils peuvent s'additionner, avoir un effet cumulatif et ils peuvent devenir de gros problèmes de retard. Donc, c'est pour cela il est nécessaire d'avoir un système d'information qui est intégré, d'accord, corriger le problème des systèmes traditionnels de suivi et de contrôle, c'est qu'ils comparent le travail réel accompli avec les coûts budgétés de travail prévus pour la même période. Et ça, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, ils peuvent conduire à une analyse qui est erronée. S'il n'y a pas aucune correspondance entre les budgets de répartition temporelle avec le coût réel du travail exécuté, donc il n'est pas possible de mesurer de façon qui est fiable l'évolution des coûts. Supposons, par exemple, une entreprise, par exemple, un projet de recherche et innovation, R&D, et que la planification initiale du projet, elle prévoit que la durée du projet est de 10 mois. Hein? Donc, on a 10 mois pour, je peux le présenter ici. Donc, supposons comme exemple, vous voyez, donc on a un projet qui a une durée de 10 mois, d'accord, et qui va, cette durée-là, ça va nous coûter pour cette durée-là, tout le projet, 200 000 dinars, admettons, pendant les 10 mois. OK, 200 000 dinars tunisiens. Et donc, si par exemple, on veut dire, bien sûr, cela veut dire quoi? Le coût total du projet, c'est quoi? Il y a un projet dure un tiers ou 10 mois et qu'on va dépenser 200 000 dinars par mois, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça va, le coût total de mon projet, il s'élève à quoi? Le coût total, est-ce que vous y êtes?
le coût total, à quoi est égal? 2000 fois 10. Très bien. 200 000 multiplié par 10, qui va nous donner à peu près 2 millions. 2 millions de dinars. D'accord? C'est le coût total de notre projet. Admettons qu'on veut faire une analyse de la performance en termes de délai. Après, à mi-chemin, après 5 mois, on va voir qu'est-ce que nous avons dépensé. D'accord? Donc, on voit que, par exemple, les coûts réels, après, dans les 5 premiers mois, ok, les coûts réels, ils se chiffrent à 1,3 millions de dinars. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment vous pouvez analyser cela? Bien sûr, pendant les 5 premiers mois, voilà, après 5 mois, après 5 mois, vous dites, après 5 mois, la haute direction elle souhaite évaluer l'état d'avancement du projet. Alors, on remarque que le coût réel des 5 premiers mois, il s'élève à, après 5 mois, les coûts réels, ils s'élèvent à 1,3 million de dinars. Comment vous pouvez analyser cela? Normalement, إذا كان احنا الcoût total اللي هو égal à 2 millions de dinars. C'est-à-dire, après 5 mois, on a tendance qu'on dépense la moitié. On dépense 1 million de dinars. OK? Alors, si après 5 mois, on a vu qu'on a dépensé plus qu'il le faut, plus qu'il a été en état prévu, yani, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on a dépensé aqal ou akthar? Comment peut-on conclure cela? Dites, est-ce que je répète? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, on veut voir l'état d'avancement de notre projet. Et le projet, on a planifié qu'on va dépenser 2 millions de dinars, c'est le coût total de notre projet. Le projet, la durée planifiée, il dure 10 mois. On a planifié qu'il va durer 10 mois. D'accord? Mais après 5 mois, normalement, on a planifié qu'on dépense seulement 1 million. D'accord? Mais réellement, les coûts réels, après 5 mois, on remarque que plutôt c'est 1,3 million de dinars. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vous pouvez interpréter cela? Est-ce qu'on a dépensé plus ou la aqal? Le coût réel, on a planifié les coûts planifiés قداش normalement après 5 mois. شطر هذوما معناتها هذايا par mois hein. Par mois. نعمل لها couleur أخرى باش نبداو يبدا واضح une autre couleur. Je sais pas noir, ok. D'accord. يعني كل mois باش نصرفوا 200 000 dinars par mois. معناتها normalement après 5 mois, normalement le coût planifié نتاعنا il s'élève à quoi? 1 million. 1 million, صحيح, très bien. ولكن احنا réellement راهو ما صرفناش 1 million, راهو صرفنا 1,3 million de dinars. اش تنجم تقول هوني؟ صرفت اكثر من اللي يلزم ولا اقل من اللي يلزم؟ أكثر. اكثر.
c'est-à-dire il y a un dépassement de coût de 300 000 dinars. Et dit la conclusion, il se peut qu'elle soit correcte, mais elle n'est pas obligatoirement correcte. D'accord? Alice, elle peut être correcte comme elle ne peut pas être correcte. Il se peut qu'on est en avance par rapport à ce qu'on a planifié. Il se peut qu'on est en avance sur notre calendrier initial et que la somme de 300 000 dinars, ok, elle représente les paiements de la main-d'œuvre pour des travaux qui sont exécutés avant le moment prévu. Donc, l'analyse, la comparaison avec les coûts planifiés et le budget réel, ce n'est pas suffisant. Avoir deux variables et comparer ces deux variables de cette façon-là, ça peut être, ça ne donne pas de bons résultats. Il se peut que réellement il y a eu un dépassement du coût, mais il se peut que là, un travail qui a été fait, on était en avance par rapport au calendrier. Et ces données-là, donc, ils ne décrivent pas l'ensemble de la situation. Alors, il se peut que, مثلاً, avec le même exemple, à la place d'avoir un dépassement du coût, il se peut, après 5 mois, les coûts réels, مثلاً, ils s'élèvent à 800 000 millions de dinars. 800 millions, 800 000 de dinars. Là, voilà, le projet, il est moins coûteux que prévu. Il a coûté moins que nous avons prévu. Mais dans la réalité, il se peut que ce projet-là, il a pris des retards, d'accord? Et cette somme-là, elle peut représenter du travail qui est planifié, qui n'a pas encore été exécuté. Il se peut, مثلاً, qu'il y a je ne sais pas, des coûts, paiement des employés, mais il y a des choses qui sont cachées. Et donc, les deux exemples, ils nous montrent que pourquoi les systèmes d'entreprise qui utilisent seulement les coûts réels avec les coûts planifiés, ils puissent induire en erreur les gestionnaires et même les clients dans l'évaluation d'avancement et des résultats de leur projet. Donc, les écarts entre les coûts budgétés et les coûts réels, ils ne suffisent pas. Naja, j'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin de mesurer la somme du travail qui est effectué par rapport à la somme de travail qui a été dépensée. Et pour cela, on a besoin de connaître la valeur acquise. Et le tableau, il est important. D'accord? Ce tableau-là, il est important. Donc, exactement qu'est-ce que nous avons la valeur acquise comme il y a un tableau, je ne sais pas s'il est clair pour vous pour le moment, mais là aussi, il faut le connaître. Il y a la base, il y a le glossaire des termes. Il y a la base d'un chapitre. La valeur acquise, appelée traditionnellement le coût budgété du travail effectué, ce n'est rien d'autre que le pourcentage d'achèvement multiplié par son budget initial. Il se peut que je n'ai pas exécuté l'ensemble des activités. J'ai exécuté seulement 20%, 50%, j'ai exécuté seulement 80%. Donc, c'est important de voir le pourcentage d'achèvement des activités multiplié par le budget initial. Donc, elle représente quoi la valeur acquise? Elle représente le pourcentage du budget initial acquis par le travail réellement, je souligne, réellement achevé à ce stade-là.
D'accord? Mais par contre, la valeur prévue, voilà, la base de référence de la valeur prévue, répartie dans le temps, c'est une estimation qui est approuvée du coût pour les ressources planifiées sur une base de référence cumulative. C'est-à-dire, ce qu'on a planifié. D'accord? Mais les coûts réels, ou le coût réel, comme son nom l'indique, c'est le coût réel du travail effectué. Réellement, qu'est-ce qui nous a coûté le travail qui est effectué? Donc, le coût réel, c'est la somme des coûts engagés dans l'exécution du travail. Donc, c'est la base. Hein. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut déterminer? Il faut déterminer l'écart des coûts, puisqu'on a une variable. Donc, on a comparé l'analyse des coûts à deux variables, elle conduit à des erreurs. Donc, il nous faut la variable acquise. Donc, il y a l'écart des coûts et l'écart des prévisions. L'écart des coûts, c'est la différence entre la valeur acquise et les coûts réels des activités réalisées jusqu'au moment, la période à laquelle on essaie de voir l'état d'avancement de notre projet. Mais l'écart des prévisions, il se définit comme la différence entre la valeur acquise et l'élément dans la référence correspondant à la date du rapport où l'écart prévu, c'est la valeur acquise moins la valeur prévue. D'accord? Bien sûr, il y a des taux kif, j'analyse la situation en fonction des écarts. Qui manage à la place d'utilisation des écarts, de la même façon, j'utilise des taux. OK? Les taux, le coût budgété à l'achèvement, CBA, ou budget d'achèvement, c'est le coût total budgété dans la référence ou les comptes de coût de revient du projet. Le coût final estimé, ça comprend les coûts au moment du contrôle auquel on additionne les estimations révisées des coûts pour le travail qui reste à faire. Et il y a le CEA, c'est le coût estimé pour achèvement. Et l'écart des coûts à l'achèvement, ECA, c'est la différence entre le coût budgété à l'achèvement et le coût final estimé. D'accord? Bien sûr, on peut aussi définir l'écart des achèvements en état. Si par exemple, les coûts, on peut dériver une formule constituée des coûts réels et de la valeur acquise. Et le CA, il nous indique les dépassements ou les économies de coûts réels à l'achèvement. D'accord? On peut faire l'analyse différemment, mais on peut la faire en utilisant, et donc c'est à apprendre. Sinon, on peut faire de la même façon en utilisant les indicateurs de coût budgété et coût final estimé. Donc, pour élaborer un système, donc, il ne suffit pas il faut qu'il y ait un système intégré coût-délai. Je ne vois pas seulement l'analyse des coûts, il faut voir aussi le séquencement chronologique et le délai. Et donc, on va définir en premier lieu le travail à l'aide d'une SDP, bien sûr, SDP, le contenu du projet ou encore le scope, les produits livrables, les lots de travaux, les produits livrables, les services de l'entreprise participant si on fait l'intégration entre la SDP et l'organigramme organisationnel, les ressources, les budgets pour chaque lot de travaux et ainsi de suite. Par la suite, on développe des calendriers du travail et des ressources. Donc, à l'aide d'un ordonnancement des ressources en fonction des activités, et à l'aide d'un découpage temporel des lots de travaux à l'intérieur d'un réseau. En troisième lieu, on va élaborer
le budget réparti dans le temps au moyen des lots de travaux qui sont contenus dans une activité et on va calculer les valeurs cumulatives de ces budgets liées à la valeur prévue. Par la suite, au niveau des lots de travaux, on va recueillir les coûts réels du travail effectué et on va déterminer la valeur acquise. Bien sûr, les trois premières étapes, ça constitue la planification. Okay. Et l'étape 4 et 5, c'est au cours de la phase d'exécution du projet. D'accord? Valeur prévue, par la planification. Pour que le projet, à ce moment-là, au niveau des lots de travaux, on peut recueillir les coûts réels. C'est une donnée dans l'énoncé, le coût réel du travail effectué. Et bien sûr, on va déterminer la valeur acquise, liée au coût budgété du travail effectué. D'accord? Valeur acquise, je vous mets le tableau, et d'ailleurs la clé de ce chapitre-là. Et bien sûr, une fois qu'on a déterminé la valeur acquise, à ce moment-là, on peut calculer l'écart des prévisions et l'écart des coûts. D'accord? On va calculer l'écart des prévisions liées à EP égale VA moins VP, c'est-à-dire la valeur acquise moins la valeur prévue, la base de référence de la valeur prévue, et l'écart des coûts, la valeur acquise moins les coûts réels. Finalement, ce qui est prévu, c'est en fonction de la valeur prévue, et les coûts, c'est en fonction des coûts réels. C'est à connaître. Et à élaborer des rapports de l'état d'avancement hiérarchique. D'accord? Donc, il faut suivre ces étapes-là. Et bien sûr, si vous avez, par rapport à ce qu'on a fait dans les chapitres précédents, alors cette figure-là, elle nous donne un aperçu qui est schématique d'un système intégré d'information qui comprend les techniques et les systèmes décrits, comme nous avons vu dans les chapitres précédents, c'est-à-dire nous avons vu la SDP, l'organigramme organisationnel ou la fonctionnelle de l'organisation ou de l'entreprise, c'est l'intersection binetron. Et là, on peut avoir le niveau le moins élevé de la SDP, les lots de travaux, ça va nous constituer les données nécessaires pour la planification. C'est la base de données dans laquelle on peut recueillir une estimation des durées, on a parlé des ressources aussi, et maintenant des budgets. Il y a aussi les responsabilités et la conformité par rapport aux normes de performance, etc. Tout cela vont nous permettre de générer le plan. C'est le calendrier de la base de référence. Par la suite, pour faire le contrôle, on va faire le contrôle en fonction des durées, des coûts, des spécifications par des produits livrables et des services. Donc, les deux premières étapes, nous avons vu ça à la perfection dans les chapitres précédents. Nous avons développé cela avec précision. Donc, il est possible de suivre ces données-là, du contrôle, jusqu'à ce qu'on remonte aux produits livrables et aussi aux services, la responsabilité concernée par l'information. Donc voilà, par la suite, on va voir maintenant comment développer les bases de référence d'un projet. Alors, la référence, c'est quoi la référence? Il y a la valeur prévue. Je parle de référence. Le plan initial, ça va nous servir comme référence. Et ça va nous servir comme repère pour mesurer les performances. Il s'agit à la fois d'un document, je me
qui va servir pour un engagement et la valeur prévue, elle va nous fournir aussi les coûts budgétés et les délais aussi prévus en comparaison desquels on mesure les coûts et les délais réels. D'accord? On peut aussi s'en servir comme base de développement des flux monétaires et des versements de récompenses liées à l'avancement. Bien sûr, les sommes cumulatives de tous les budgets découpés en unités de temps, ils devraient être égales à celles de tous les lots de travaux qui sont inscrits dans les comptes de coûts de revient, c'est-à-dire dans l'intersection entre la SDP et l'organigramme organisationnel. Donc, il y a des bases de référence qui comme elle fait partie intégrante de la planification ou du processus de planification, donc car elle constitue le principal ensemble de données concernant le système coût-délai. Et donc, il nous permet donc le découpage temporel lié à des lots de travaux. Voilà, finalement, maintenant, on peut exprimer les budgets en unités monétaires, c'est-à-dire, par exemple, en dinars tunisiens, en euros, en dollars, ce que vous voulez. Donc, on ajoute ces budgets répartis dans le temps, le long de séquence chronologique des activités, pour produire la base de référence du projet. Donc, les coûts qui sont inclus dans la base de référence, en général, il y a 3 coûts qui se trouvent dans la base de référence. Il y a la main-d'œuvre, le matériel et la matière. Parfois, il y a aussi les coûts spécifiques au projet. D'accord? Ce sont les coûts des activités qui sont associées au temps. Par exemple, le support informatique, le support administratif, donc ça fait partie des coûts spécifiques au projet. Alors, comme ces coûts s'avèrent très différents par rapport aux autres types de coûts, il arrive souvent qu'on les sépare des coûts de la main-d'œuvre, de la matière et du matériel et de la matière pour calculer l'écart distinct des coûts. Alors, la relation entre les données de la base de référence, vous avez cette figure illustre très bien la relation des données utilisées pour établir la base de référence. On utilise non seulement les informations provenant de la SDP, mais on utilise aussi le calendrier. C'est important, le calendrier, le diagramme de Gantt, le calendrier, la répartition dans le temps établi dans un réseau de projets. Je t'attire le séquencement chronologique et ça, c'est important. Donc, par exemple, ça va nous former la base de référence et on peut analyser la performance en termes de coûts et en termes de délai, c'est-à-dire la durée. Et bien sûr, il y a des règles qui concernent l'inscription des coûts dans la base des références. Tout d'abord, comme les bases de référence, ils vont nous servir comme étant la base pour suivre l'avancement des travaux et donc à estimer les flux de trésorerie. Donc, il est indispensable de les faire intégrer au système de mesure et bien sûr
les rendements, dans le chapitre 2 concernant le return on investment, c'est-à-dire le rendement sur capital investi. Et aussi, nous avons vu l'analyse en utilisant la VAN, la valeur actualisée nette. Donc, on inscrit les coûts répartis par unité de temps dans les bases de référence de façon dont les gestionnaires, les managers, s'attendent à ce qu'ils soient en état acquis. Donc, cette stratégie, elle est facile, elle est relativement facile parce qu'elle va nous faciliter le suivi jusqu'au leur point d'origine. Donc, on peut mesurer l'avancement au moyen de la valeur acquise. Et la meilleure façon, la règle de pourcentage d'achèvement, normalement, c'est dans l'énoncé. L'activité a été achevée, est-ce qu'à 50%, à 20% ou plus que 50%. Donc, la meilleure façon d'attribuer les coûts dans une base de référence à l'aide, elle consiste à établir plusieurs points de contrôle au cours de la durée d'un lot de travaux et assigner les pourcentages d'achèvement, bien sûr, en termes de unités monétaires, c'est-à-dire en termes de dinars, etc. Par exemple, on peut utiliser des unités qui sont déjà terminées pour attribuer des coûts de référence, okay, et plus tard pour mesurer les progrès accomplis. Par exemple, on peut utiliser les lignes de code, les journées de travail, etc. Et une méthode formelle d'établissement du pourcentage d'achèvement, on ajoute de l'objectivité aux observations qui sont subjectives, qui est souvent utilisée. Donc, voyons, en général, la méthode de mesure des réalisations se base sur deux calculs essentiels. Il s'agit de comparer la valeur acquise à la valeur prévue dans le calendrier en utilisant les écarts et on compare la valeur acquise par rapport au coût réel. D'accord? Pour évaluer l'état d'avancement à ce jour d'un projet, okay, et à l'aide du système d'analyse de la valeur acquise, c'est le couple coût-durée. Alors, il faut trois types de données. Les trois types de données, les شفناهم tout à l'heure, اللي نجموا نحسبوا بهم l'écart des prévisions, l'écart des coûts. شفنا la valeur prévue, la valeur acquise ou les coûts réels. D'accord? Donc, à partir de ces données-là, on peut calculer l'écart des prévisions, l'écart des coûts pour chaque période et sur laquelle on fournit un rapport et bien un écart positif, il nous indique c'est la situation qui est souhaitable, d'accord? Mais par contre, un écart négatif, cela veut dire qu'il y a des problèmes ou certains changements apportés au projet. Alors, l'écart des coûts, ils nous permettent de déterminer si le travail effectué a coûté plus ou moins que prévu. Est-ce que j'ai dépensé plus ou moins que prévu à n'importe quel moment du cycle de vie du projet? Lorsqu'on ne fait pas la distinction, par exemple, entre le coût de la main-d'œuvre et les coûts de la matière, donc il faut analyser avec soin tout écart de façon à attribuer la cause aux uns ou aux autres ou pour les deux. Mais par contre, les coûts des prévisions, ils nous fournissent
l'écart de prévision, il fournit une évaluation globale de tous les lots de travaux du projet, tous les lots, tous les lots des travaux du projet planifiés à une date qui est donnée. Bien sûr, cet écart-là, il ne contient aucun renseignement sur le chemin critique. Et donc, il mesure l'avancement en termes de dollars, voilà, de dinars, plutôt qu'en termes d'unités de temps. L'écart des prévisions, il y a une indication, est-ce que l'activité, elle se trouve sur le chemin critique, ou elle est critique, ou elle n'est pas critique. Et donc, tout simplement, c'est l'avancement en termes d'unités de coût plutôt que unité de temps. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maintenant, passons à l'analyse. Alors, vous voyez ici que nous avons, dans cette figure-là, nous avons un exemple ou un diagramme coût-délai, d'accord, dans lequel il est indiqué les écarts des coûts, les écarts des coûts et les écarts de prévision. Bien sûr, l'écart de coût, je connais tout à l'heure, à quoi est égal? لازمكم تحفظوهم راهو. L'écart des coûts. exemple عليهم بالله. Bien sûr, نعمل لكم exemple, bien sûr, كالعادة. Mais il faut comprendre la partie théorique. Écart des coûts, à quoi est égal? Et le tableau, اللي شفناه tout à l'heure, je connais. C'est la valeur acquise moins le coût réel. Ou l'écart des prévisions, à quoi est égal? La valeur acquise moins la valeur prévue. D'accord? L'écart des coûts, c'est la valeur, c'est la valeur acquise moins les coûts réels. Le projet, normalement, la fin prévue de ce projet-là, à quoi est égal? La fin prévue de ce projet-là, à quoi est égal? Hmm? 45. 45, très bien. C'est bien clair que 45. باهي اش معناتها هوني بدينا معناتها صارت البلانيفيكاسيون كالعاده وبدينا نخدموا في البروجي في المواتي à peu près يعني في الجور 25 aujourd'hui on veut faire une analyse معناتها sur l'état d'avancement de ce projet là. Alors هذوما les lignes هذوما ça montre les coûts réels. Donc réellement qu'est-ce qu'on a dépensé? Les coûts réels jusqu'à aujourd'hui dans l'exécution du projet. Par la suite, on retrouve la ligne, c'est la valeur, la base de référence, la valeur de prévision. Ce qu'on a planifié, tout ce qu'on a planifié à le coût réel. Et ce qu'on a acquis, qu'est-ce que nous avons acquis? C'est la valeur acquise, d'accord? C'est la valeur budgétée du travail achevé jusqu'à ce jour-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez? La prolongation des lignes pointillées. Qu'est-ce qui nous indique la prolongation des lignes pointillées? Par exemple, la prolongation de la ligne des coûts réels. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Si je prolonge la ligne des coûts réels,
la tendance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Yani, la nouvelle date d'achèvement qui est prévue, est-ce qu'on a prévu date 45? D'accord? Mais normalement, quand on a à mi-chemin, la tendance, elle nous dit que l'achèvement, il va être retardé ou devancé. La nouvelle date d'achèvement prévue, elle représente l'estimation révisée des coûts prévus. Normalement, on نقول plutôt وقت اللي وصلت في المي-chemin راهو مانيش مش نلحق نكمل البروجي في الدات prévue اللي هي 45 unités de temps, mais plutôt في ال 50e jour. 50 unités de temps, ماهيش date fin ماهيش 45 mais plutôt égale à 50. Donc, les coûts à l'achèvement du projet, ils diffèrent par rapport aux coûts qui sont planifiés. Qu'est-ce qu'on remarque? La durée, il a été en état prolongé. La date telle qu'elle a été planifiée. D'accord? Ou les écarts des coûts, les écarts des coûts à l'achèvement. Les écarts des coûts à l'achèvement. Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Il faut faire CBA moins CFE. Négatif. Négatif. L'écart des coûts à l'achèvement est négatif. On a dit tout à l'heure. Si c'est négatif, il nous indique des problèmes ou des changements apportés au projet. C'est la bonne situation. Il y a un écart positif et que c'est une situation qui est souhaitable. Mais si l'écart il est négatif, cela veut dire qu'il y a, il y a un problème. D'accord? Donc, il est possible aussi d'interpréter ce diagramme, que ce soit on l'interprète de la même façon en utilisant les pourcentages. Les pourcentages à la place d'utiliser les écarts. Donc, on va interpréter le diagramme en utilisant les pourcentages. Donc, maintenant, à la fin de la période 25, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, nous sommes là, qu'est-ce qu'on a? En termes de pourcentage, à la fin de la période 25, alors le calendrier, oui, la valeur prévue. La valeur prévue est donc la deuxième ligne, vous voyez. Donc, à la fin de la période 25, on prévoit un achèvement à 75%. Le calendrier prévoit que 75% du travail sera achevé. D'accord? À ce même moment, qu'est-ce qu'on remarque? La valeur du travail effectué, liée acquise, راهي 50%. معناتها أقل من اللي توقعناه. OK? Ou le coût réel du travail achevé aujourd'hui, il s'élève à 85%. Il se chiffre, 85%, il se chiffre à $340. D'accord? Soit à peu près 85% du budget total du projet. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'après le diagramme, il y a un dépassement de coût. Et ce dépassement de coût, il doit être pris en considération. La situation n'est pas satisfaisante. Donc, l'état d'avancement du projet, il indique que l'écart des coûts, et donc l'écart des coûts, excède le budget. Le budget قديش كان prévu?
Le budget à ce niveau-là, combien il a été prévu à combien? 25. Hein? Budget, hein? 25. معناتها coût. آه coût. 340. 340 هذاك الكو غيال والفالور acquise 340 هذا راهو الكو غيال هاكا ريتاو كو غيال هاي l'indication de la courbe والفالور acquise à quoi est égal الفالور acquise هذه الفالور acquise est égal à 200 200. معناتها انا باش نخرج ليكار دي كو قلنا EC égale VA moins CR اللي هي 200 moins 340 هكا ولا كيما قالت صاحبتكم توا عندي لا فالور 340 فهمتوها منين جايه وعندي لا فالور 200 اش معناتها elle est négative l'écart des coûts il est négatif donc puisque c'est négatif c'est une mauvaise situation حتى l'écart des prévisions il est négatif l'écart des prévisions ou la valeur acquise il y a 200 moins la valeur prévue il y a 300 200 moins 300 il y a moins $100 donc ce qui laisse croire que le projet a pris du retard zouz عندي et l'écart des coûts et l'écart des prévisions zouz négatif معناتها situation de chemin d'accord. Si c'était l'axe ZOUS positif, maintenant on est dans la bonne situation. Qu'est-ce qui nous reste? Wahda positif ou l'autre négatif? Comment on va l'interpréter? D'accord? Donc, comment on interprète l'écart des coûts positif ou l'autre négatif? Qu'est-ce que vous remarquez? Comment peut-on l'analyser? خليكم تخمموا فيها cette question-là, ok, de la trouver, ok, et on passe à l'exécution. Est-ce que vous voulez قداش عملنا من ساعة بدينا 5h30 est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute Oui. qui suit? Oui, madame. Est-ce que c'est bon? Vous suivez? C'est bon? Oui. Ben, maintenant, on va faire un exemple. Donc, on va passer à l'exemple. Supposons qu'il y a une compagnie, d'accord, il y a les hypothèses. Chaque compte de coût de revient, il correspond à un seul lot de travaux. L'intersection entre le niveau le plus bas de la SDP avec l'organigramme organisationnel. L'intersection, elle s'appelle compte de coût de revient. Enfin, si vous vous rappelez de l'exemple, l'ordinateur personnalisé, hein, on a un ordinateur, un laptop personnalisé, il y a une partie software, une partie hardware, la carte de circuit imprimée, elle comporte plusieurs lots de travaux, d'accord? Par exemple, le cas où je ne sais pas, le moteur du disque dur, la société décide qu'elle l'achète. Donc, il y a un seul lot de travaux. Il y a un compte de coût de revient, il peut comporter, il peut correspondre à plusieurs lots de travaux, comme il peut correspondre à un seul lot de travaux. Donc, pour des raisons de simplification, on va supposer, par hypothèse, on va s'entendre à ce que
le cas complexe, là où il y a plusieurs lots de travaux, on va l'écarter. Et donc, on va prendre le cas où chaque compte de coût de revient il correspond à un seul lot de travaux. Et bien sûr, il sera représenté sous forme d'une activité dans le réseau. D'accord? Et les dates de début ou plus tôt qui sont inscrites dans le réseau du projet, c'est-à-dire sur le calendrier, ils vont vous servir de base à l'attribution des valeurs de la base de référence. Et à partir de ce moment-là où une tâche commence, des coûts réels seront engagés à chaque période jusqu'à ce que l'activité soit achevée. Donc, supposons on a cette fois-ci, il y a l'exemple une compagnie qui produit final ou un prototype d'appareil photo numérique hardware. Le projet de conception et de fabrication. Ce projet-là, le produit final ou un appareil pour un photographe. Bien sûr, il y a la SDP, on suppose que c'est le niveau des lots de travaux pour réaliser ce prototype-là. Donc, on a différents lots de travaux. Et de l'autre côté, il y a l'organigramme organisationnel, donc il y a des services. Et bien sûr, la correspondance, elle se fait un à un seul lot de travaux, comme vous voyez ici. Ce sont les comptes de coûts de revient. Avec, bien sûr, les domaines, ce sont des estimés. Les coûts, les film, ce sont des estimés. Donc, عندي les coûts, وعندي le calendrier. Il peut être représenté qui m'a sous forme de diagramme de Gantt. D'accord? Donc, pour travailler ce genre d'exercice-là, d'accord, comme des données dans l'énoncé, on rentre comme des choses à retrouver par vous-même, d'accord? Donc, ce qu'on voit ici, dans cette figure-là, c'est la base de référence du projet de prototype d'appareil, comme nous l'avons dit tout à l'heure, appareil photo numérique. Alors, il y a ici les renseignements sur le réseau qui peut être donné sous forme de diagramme de Gantt. Donc, il y a différentes activités. Il y a la durée correspondante, les débuts hâtifs, la fin tardive et la marge. Maintenant, comment on a calculé la valeur prévue? C'est parce que nous avons ces informations-là. Ici, comme tableau, à chaque période de temps, d'accord, l'énoncé, pour l'activité A, les coûts à chaque période de temps, ils s'élèvent à $10 ou à 10 dinars. D'accord? Comment la durée de l'activité A? C'est 2. D'accord? À chaque période, c'est les coûts. Cette fois-ci, on représente sur le tableau les coûts. D'accord? Et la valeur prévue, c'est le cumul. 10 plus 10, c'est 20. Pour l'activité B, 5 plus 10, 15. L'énoncé, la période, 2 ou 3, c'est 5. Ou 3 ou 4, c'est 10. D'accord? Dima, je fais la somme, c'est cumulatif. Que ce soit d'une façon horizontale ou de façon verticale. D'accord? La valeur cumulative, donc c'est la somme, c'est facile à les retrouver, la valeur totale par période. Mais la valeur cumulative par période, qui fait vous le calculez, comme on dit 10, donc 10 plus 10, je pratique 20, 40 plus 20, je pratique 60, 50 plus 60, 77, qui fait la valeur cumulative. 50 plus 60, 110, 40 plus 110, 150,
etc. حتى توصل valeur cumulative 320. Est-ce que c'est clair؟ يعني هذوما يعني شوف كيفاش افهموا توا هذايا في الكور ايفونتويلمون في الكلاس تو نعطيكم كيفاش سور تابلو معناتها شنو اللي يجيكم في لينونسي. نورمالمون في لينونسي يجيكم ان بيتي تابلو فيه هذوما لي ديبونس باش انت تخرج لا فالور بريفو. اي لا فالور بريفو سي سامبل سي تو سامبلومون معناتها سي لا سوم مي لا فالور كومولاتيف كيما فسرت لكم حتى هي يفو لا ديتيرميني. Ok. من بعد l'état d'avancement. Donc l'état d'avancement كيف يجيك في l'énoncé مثلا à la fin de la période 1. Tout à l'heure مثلا ce qu'on a analysé c'est à mi-chemin. J'ai fait je veux analyser à chaque période de temps مثلا à la fin de la période 1. بديت في déjà هي قلنا l'activité A. Et nous voyons ici le diagramme de Gantt, il y a 2 unités de temps, d'accord? Pour chaque unité, elle va consommer des coûts, d'accord? Mais à la fin de la période 1, comme l'activité A totalement, d'accord? Le pourcentage d'achèvement, il est à 50%, d'accord? C'est-à-dire, la valeur prévue égale à 10, la valeur acquise 10 ou le coût réel c'est 10. D'accord? Les écarts des coûts, les écarts prévus, l'écart des coûts, l'écart de prévision, ici je ne peux pas donner une bonne interprétation. Déjà le pourcentage d'achèvement il est à 50% de l'activité A. D'accord? Et par la suite, on avance la fin de la période 2, comme à l'activité A, on n'a pas encore commencé les autres activités. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Ok, est-ce que vous êtes en train de suivre à la fin de la période 1, seule la tâche liée à l'activité A, elle est en cours d'exécution. Le pourcentage d'achèvement, il est à 50%, d'accord? Et son coût réel, il est à 10. Le coût réel, c'est une donnée. D'accord? Mais la valeur acquise ou la valeur prévue, il y a qu'il faut chercher. D'accord? La valeur prévue de la tâche est égale à 10. Il n'y a pas un écart de prévision nul, il n'y a pas un écart de... D'accord? Mais, par exemple, puisque c'est nul, cela veut dire que l'analyse, ça respecte les limites budgétaires et les durées. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on est encore au début du projet. Je m'excuse, la fin de la période 3. Alors, la tâche, l'activité A, elle a été totalement terminée. D'accord? Et l'activité B, elle est réalisée seulement à 33%. Son coût réel s'élève à 10. D'accord? Et la tâche, mais par contre, pour l'activité C, elle a un pourcentage d'achèvement de 20%. Où le coût réel, il s'élève à 30. De la même façon, pour l'activité D, le coût réel, il est à 20%, d'accord? Mais
elle a un pourcentage d'achèvement qui est égal à 60%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? La valeur, à la fin de la période 3, la valeur prévue de l'activité A, elle se chiffre à 20. D'accord? Une fois qu'on a calculé la valeur prévue, d'accord, alors on peut déterminer les écarts des coûts. Déjà, comme donné les coûts réels, il me reste à déterminer la valeur acquise et la valeur prévue. D'accord? Et une fois on a ces trois informations-là, on peut calculer et l'écart des coûts et l'écart des prévisions. Donc, l'écart des coûts, qui fait le taux cumulatif, à la fin de la période 3, l'écart des coûts, il est négatif, ou l'écart des prévisions, il est positif. L'écart des prévisions, il est exprimé en dollars, d'accord? Mais l'écart des coûts, il est exprimé sous forme de durée. En termes, ce n'est pas l'écart des prévisions, il ne me donne pas une mesure précise du temps. Donc, l'écart des prévisions, il constitue un indicateur qui est relativement fiable de l'ensemble du projet par rapport au calendrier établi. Donc, lorsque le projet affiche du pourcentage d'achèvement à plus que 20%, cela veut dire que l'écart des coûts ici par rapport au temps, il est positif. Mais l'écart des prévisions, l'écart des prévisions, il est positif, mais l'écart des coûts, il est négatif. Madame, Oui, الفئة والVP يا أخي نجيبوا فيهم من التابلو اللي قبلها effectivement. الفالور ما فيهم. نجمش هكا j'écris sur tableau وإلا نعطيكم un moment نعطيكم un énoncé de préférence que ça soit en classe, ok? Si vous voulez, on pourra faire أي نعطيكم des exemples كيما قبل معناتها un exemple exercice تخدموا ok je peux pas خاطر je dois معناتها écrire de nouveau le tableau pour vous mentionner c'est un peu le tableau أسهل. D'accord. Merci. Donc si vous voulez على شنو تركزوا معناتها في الكور هذايا à comprendre les termes, on va les utiliser. Il faut savoir interpréter écart des coûts positifs, écart des coûts, les écarts des coûts et des prévisions. Déjà, comme indication, l'écart des coûts, qu'est-ce qu'il reflète et l'écart des prévisions, qu'est-ce qu'il reflète. D'accord? Toutes les deux, ils sont négatifs. C'est une situation. Et les trois, la tendance elle est mauvaise. Donc, les 12 positives, la tendance elle est bonne, on est sur la bonne voie. Mais les wahda positif, wahda négatif, je vous laisse le soin de vérifier cela. D'accord? Je vais vous répondre en utilisant des exemples. Des exemples beaucoup plus pratiques. Les exemples, ils sont en anglais, mais c'est pas grave. Hein. Qui m'a chauffé les autres, d'accord? D'accord. Est-ce que ça vous va comme ça? Ah, déjà, maintenant, ça, voilà, j'ai pas vérifié. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok, parfait.
donc on se voit en classe et j'espère qu'avec l'utilisation des exercices pratiques, vous allez comprendre cela qui m'a dans les autres cours. Alors, travaillez bien et à la prochaine. Merci. Merci pour votre présence. مدام نهار الأربعاء ما نقراوش احنا اكزومبل باش ليه؟ نعملوها Hein? نهار الأربعاء ما نقراوش معناها فما الجي بي يو في Allez. فما الجو بورت اوفيرت في ليزيمز Ah oui, c'est vrai. Euh, ok, donc je vais voir si j'en ai des exemples à traiter maintenant. Euh, si vous voulez, puisque نهار الأربعاء ما نقراوش, si vous voulez, معناتها on fait une séance جماعة نهار الأربعاء, ما تنجموش تحضروا مع جماعة نهار الاثنين. لا مدام خاطر نقرا معناها ليتاش كيفاش نحضر لكم انا لي تابلو باش نكتب فيهم, نحضر لكم باش نخدموا حتى ليكزامبل اون ليني كي سوا بري, معناتها نصلح او فور اي ميزور ميم اون ليني, اوكي, بور كومبروندر. اوكي مدام. مثلا تو ما عنديش شي بري, تو ماهوش بري عندي, داكوغ. Les exemples pratiques qu'on utilise habituellement, d'accord, ils ne sont pas totalement disponibles. Si on ne va pas étudier mercredi, donc ce qui est sûr qu'on va se voir encore par Internet, virtuel, une séance virtuelle. D'accord. جماعة نهار الأربعاء عندكم شي نهار نعملوا فيه راتراباج؟ لا مدام نقرو ديما معناها حتى شي نهار الأربعاء نقراو معناها حتى ساعة ونص, حتى اون سول سيونس يا محمد. ما عادش أنا في بالي ما عندناش, ما عادش كان هما يستحضروا حاجة تا يقولوا. باهي هما لي بوان لي بلوز امبورطون سو كي فو. مدام زادا تو ما نجموش خاطر نقراو توا عندنا ديجا عندنا راتراباج آخر الصباح. اليوم معناتها اون ليني. هذا السبعة. d'accord. C'est sûr, انتوما لي دو جروب معناتها حتى كان ما نجمناش توا نعمل لكم ريفيزيون si vous voulez pendant les vacances. Pendant les vacances, on ne peut pas avancer encore dans le cours, mais je vous fais une révision et peut-être un exemple qu'on voit ensemble. باهي مدام إن شاء الله نعمل بلانيفيكاسيون, نعمل ريفيزيون في وسط الساعة هيك. نربحوها ريفيزيون جروب نهار الاثنين معناتها مش نجيو خرجوا ضروري مدام. زيد. مدام باش نجيو. نهار الاثنين مالا نحاولوا نخدموا مع بعضنا un exemple pour bien le comprendre à tableau أسهل. D'accord. Comment utiliser et comprendre l'analyse, les écarts des coûts et de prévision. Est-ce qu'il y a comme les rapports sur l'état d'avancement, par rapport à ce qui a été planifié? C'est ça, l'analyse, c'est dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. Merci Mohamed, merci pour tous les autres. Je vous souhaite bonne soirée, bonne réussite, bon succès.
Allez, Merci. bonne journée. Merci, madame. Vraiment, vraiment. Merci.